What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. All right, bienvenue sur cette nouvelle conversation awesome. Merci d'être là. Bienvenue si c'est ta première fois sur le show et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, je suis super reconnaissante de recevoir mon invité spécial pour une conversation ultra intéressante, pactée d'informations. Une conversation awesome, évidemment, dans laquelle tu vas apprendre toutes sortes de choses en lien avec tes habitudes de vie, ta santé, ton taux de stress, ton taux de sucre, ton sommeil, tes habitudes de vie en nutrition, la naturopathie et plus encore. Je reçois Mathieu Bouchard, qui est naturopathe et fondateur de l'Institut AAT, qui est un institut d'apprentissage continu et pratique. Mathieu, qui est quelqu'un que j'admire, que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, toujours été attiré par la pertinence de ses propos qui sont toujours pleines de bon sens et qui sont toujours backed up by science. Donc aujourd'hui, on t'emmène dans une super conversation, encore une fois, à propos de ta santé, des choses qui vont t'inspirer, des choses qui vont t'éduquer pour que tu puisses prendre soin de toi et que tu gardes justement ce gros bon sens-là qui est important pour ta santé globale. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à notre conversation. Salut Mathieu, bienvenue sur cette conversation awesome. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça fait vraiment plaisir et ça va très bien. Good! J'ai vraiment hâte pour cette conversation-là parce que j'aime ça, pick your brain. T'es quelqu'un que je suis, ça fait plusieurs années. Puis honnêtement, j'en suis pas grand monde dans notre domaine parce que c'est parfois un peu difficile de trouver des gens qui simplifient l'information, qui disent de l'information qui sont exactes, puis qui veulent vraiment aider les gens à prendre soin de leur santé de la bonne façon. Donc, t'es quelqu'un que j'admire et que je respecte et que je trouve inspirant depuis longtemps. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'on va jaser tout ça aujourd'hui. Ben merci beaucoup, premièrement. Oui, non, ça fait quand même pas mal plusieurs années que je suis dans le domaine. En fait, je suis assez actif depuis 2014 dans le domaine en général. Plus ça va, plus j'essaie d'aller vers le domaine de la médecine fonctionnelle, donc un petit peu plus... mes connaissances ont, je te dirais, décuplé en 8 ans là, parce que j'adore ça puis je fais que ça pratiquement. Mais c'est un domaine que j'adore, la naturopathie. Là. Le concept de la médecine fonctionnelle, j'adore ça parce que tu peux jamais finir d'apprendre. Exactement. Donc, l'être humain en général, c'est un peu ça là, ce que j'expliquais. En fin de semaine, j'avais un autre podcast aussi avec des jeunes qui commencent dans le domaine. C'était vraiment drôle. Puis, mais je leur ai dit, moi, j'aime ça toujours apprendre quelque chose. Le problème, c'est jusqu'à temps que je découvre le concept de l'être humain, donc qui était au début 2009-2010, ben moi, tu peux me mettre devant n'importe quoi, puis je décidais si je l'apprenais ou pas. Tu sais, pour donner une idée, là, en ligne, il y a une encyclopédie de Seigneur des Anneaux qui s'appelle l'encyclopédie de Arda. Ben moi, je ne l'ai pas lu au complet, mais disons que j'ai déjà passé des heures et des heures à lire cette encyclopédie-là, juste pour apprendre des choses. Exact. Ouais. T'as-tu toujours été comme ça ou t'as cette curiosité-là puis cette soif d'apprentissage-là qui s'est vraiment développée justement quand t'es rentré plus dans le domaine de naturopathie? Ben, j'ai toujours aimé ça, comprendre les choses. Je me souviens quand j'étais plus jeune, souvent, je demandais à mon père, hey, papa, pose-moi une question sur quelque chose que tu penses que je pourrais savoir, voir si je suis capable d'y répondre. Tu sais, c'était juste me challenger. C'est sûr que la grosse différence, c'est que quand t'es jeune, ben, t'as aucune connaissance vraiment parce que tout ce que t'as vu, c'est l'école puis la télé, là. Tu sais, il y a pas, t'as lu un peu, mais c'est pas, tu sais, moi, dans ce temps-là, je disais ces avions de combat parce que dans ce temps-là, ils vendaient des fascicules que t'achetais pour 2 piastres, là, tu sais, puis tu pouvais lire ça, là. Fait que, tu sais, je connaissais les dinosaures, je connaissais les fascicules de combat, je connaissais une couple d'autres choses, mais tu sais, dès que mon père rentrait dans des trucs de sociaux puis de politique, je le sais pas, moi. C'était tout le temps le challenge d'essayer de trouver l'information. Mais quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, dans les gyms, parce que j'ai commencé à travailler dans les gyms en 2003,
Là, ben, j'ai commencé à travailler au magasin de suppléments. Fait que j'ai commencé à apprendre sur les suppléments. Fait que déjà là, t'en avais en masse. Apprendre juste les suppléments dans un magasin, déjà là que tu peux passer des jours et des heures et des heures. Mais après, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était plus compliqué que ça. Là. En 2008, j'ai commencé à compétitionner, moi, en 2006. Puis j'ai compétitionné jusqu'en 2008. Ben, je me rendais compte, OK, il y a quelque chose d'autre qu'il faut comprendre. Là, parce que c'est pas juste avec les protéines que tu vas ça va marcher. Fait que là, j'ai commencé à apprendre sur le cortisol, j'ai commencé à apprendre sur les autres hormones. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que c'était très, très connecté, mais aussi très complexe, puis qu'il fallait que je comprenne ça si je voulais mieux comprendre l'être humain et comment, dans ce temps-là, c'était mettre le monde en shape, là, mais... Ouais. Puis, pour que les gens sachent, dans le fond, toi, tu as compétitionné en bodybuilding. Donc, tu étais vraiment dans ce mode-là de transformation physique, perte de gras, tout ça. C'est quoi des leçons que tu as appris de ton temps en compétition? Parce que je sais que c'est tout un sport. Ben, en fait, c'est que une affaire que tu apprends, puis que je vais t'avouer que ça s'applique à beaucoup de choses, c'est quand tu veux, tu peux. Parce que on s'entend qu'avant ça, moi, je suis pas un gars qui est gras naturellement, mais je suis pas en shape. J'ai toujours eu un peu d'abdos, mais borderline. Genre, juste pour dire, là, genre un 17-18% de gras là, quand j'étais au cégep, mais je mangeais n'importe quoi. Là, je mangeais pour être gros, là, c'est tout. Fait que c'est sûr que quand tu décides de compétitionner, c'est que tu te rends compte aussi que l'être humain est hyper résilient. Tu peux lui faire un paquet d'affaires, puis ça va tenir, surtout quand tu es jeune. Mais en vieillissant, c'est peut-être un peu moins facile. Donc, là, j'ai 40 ans. Fait que là, je ne ferai plus ce que je faisais en culturiste parce que clairement que je n'endurerais pas la moitié de ça. Mais c'est-tu parce que ça me tente plus vraiment ou oui, pas l'âge, mais plus le dommage que je me suis causé avec les années. Le fait que je serais peut-être pas capable non plus. Mais c'est ça que j'ai appris. On dit souvent, puis si tu as été dans le domaine du fitness un peu, ce que j'aime du domaine du fitness, c'est qu'il y a beaucoup de coachs dans le domaine du fitness qui ont prouvé des choses empiriquement bien avant que la science en parle. Les protéines, là, avant que la science parle d'augmenter les protéines à 1,6 par 2,2 grammes par kilo, là, qui était une revue de littérature par Aragon, il y a 3 ans, les bodybuilders font ça. Ça fait longtemps, c'est ça. On n'avait pas besoin d'avoir un papier qui disait que ça marchait pour que ça marchait. Ça marche. Fait que, c'est ça qui est intéressant dans le concept. Ce que j'aimais, c'était ça. Après ça, le problème, c'est que tu avais beaucoup de monde qui disait que beaucoup de choses qui font aucun sens en science, et c'est encore le cas. Mais, donc, c'est ce que j'ai... En fait, c'est ce qui m'a poussé, en fait, à commencer à faire des conférences en 2014 pour, un moment donné, commencer à aider les coachs à mieux comprendre. Puis ceux que tu veux pas comprendre, viens pas. Ouais, c'est super intéressant. Puis là, dans le fond, est-ce que maintenant tu as migré, bon, c'est sûr, toi personnellement, avec une approche plus prévention, santé globale et moins performance, c'est-tu comme ça que tu travailles aussi avec tes clients ou avec les coachs que t'aides avec leurs clients à eux? Ou... c'est ça mon but. Donc, c'est certain que je connais encore le concept de l'entraînement. En ce moment, je suis en Europe pour ce niveau-là. Parce que les Français sont beaucoup plus sur la performance, donc ils ont beaucoup de préparateurs physiques, les Européens en général. Et là-bas, le titre d'entraîneur, c'est un titre protégé. Il faut que tu aies des papiers. Donc, ici, tu peux avoir juste ouvert un magazine et tu es entraîneur. Donc, c'est un peu différent. T'as une belle photo sur Instagram. C'est ça. T'as des abdos, t'as une photo, t'es entraîneur. Mais c'est ça. Fait que là-bas, je participe à ce qu'on appelle un mastermind de préparateurs physiques. Fait que c'est pas, au début, je leur ai dit, c'est pas mon domaine la performance, mais je suis capable de vous expliquer, en fait, les trucs pour remarquer qu'un athlète a peut-être de la difficulté, ou il y a quelque chose qui ne marche pas, ou des red flags. Donc ça, c'est ma job. Parce que ça, je suis capable de le faire avec n'importe qui, parce que c'est les mêmes red flags. Donc, c'est ça. Mes présentations avec eux sont sur ce sujet-là. Donc, oui, c'est encore de la prévention. Parce que tu me diras, il faut qu'il court plus vite. Oui, mais je m'en sac. C'est pas ça qu'on va faire. Parce que si tu ne regardes pas ce que je suis en train de dire, il ne courra pas plus vite. Absolument. Puis moi, j'ai fait mes études en kinésiologie, kinésithérapie à l'université, puis j'avais fait un stage, puis il y avait 2 préparateurs physiques de la France, justement. Puis même le terme kinésithérapie, là-bas, c'est au même titre puis au même domaine que de la médecine, en fait. Moi, c'est 1 an de plus à l'université. Fait que c'est fou à quel point les différences, puis même chose, préparateur physique là-bas versus kinésiologue ici, il y avait effectivement vraiment un espèce de gap. Fait que c'est cool d'apprendre
de différents endroits, différents coachs, différentes techniques, différentes informations partout dans le monde, là, ça peut juste nous aider à mieux, justement, aider nos clients. Fait que là, maintenant, peut-être... Ça, hein? Ouais, ça devrait être toujours ça. Ça devrait être toujours ça. Qu'est-ce que tu vois comme tendance dans les dernières années avec justement les réseaux sociaux, les internets? Il y a tellement de mythes, il y a tellement de confusion, il y a tellement de misinformation. Pourquoi tu penses que c'est aussi intense? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que consommateur d'informations, en tant que nous, en tant que coach, pour aider un petit peu à renverser cette tendance-là de nonsense? Puis tu sais, moi, je suis plus présent un peu sur toutes les plateformes depuis 1 an ou 2 maintenant. Avant, j'étais pas vraiment sur Instagram, j'étais pas sur Twitter. Sur Twitter, par exemple, ça, c'est juste pour regarder parce qu'il y a plus de médecins sur Twitter. Donc, et souvent, le contenu est plus pertinent parce qu'il est très concis. T'as pas le choix. Tu sais, le nombre de caractères fait que c'est dur d'être moron en 140 caractères, même si c'est très faisable. Ce que je pense que nous, on peut faire, c'est vérifier l'information qu'on partage. Donc, puis il y a des plateformes super intéressantes et il y a des gens qu'on peut suivre pour ça aussi. Moi, je suis beaucoup de gens aux États-Unis, en Europe, au Canada, un peu moins au Canada, mais il y en a certains. Juste parce qu'on a peut-être moins de population, fait qu'en général, ça fait que moins d'experts. Ouais. Mais toujours regarder les sources quand ça a l'air d'être un claim qui est très fantastique. Quand ça a l'air d'être un gros claim, OK, ça fait-tu du sens ou c'est un claim semi-marketing? Parce que des fois, c'est pas faux, c'est pas totalement vrai. Ça me dérange pas tellement. Ouais. Sauf quand tu essaies de vendre quelque chose. Là, tu essaies de vendre quelque chose, puis ton concept est, mettons, 50% faux, 50% je veux le vendre, là. Bon, là, c'est un peu fatigant, mais je demande, regardez un peu la source, à se demander d'explications. J'écoutais un podcast hier ou avant-hier, puis il disait justement ça. Si l'expert ne peut pas justifier la réponse ou n'a pas de référence dans le texte, puis il claim des grosses affaires, peut-être pas cette personne-là. Parce que, moi, quand j'ai fait des textes bien compliqués, je cherche les références, j'y mets. Je mets ça dans mes textes. Sinon, ça va rester simple, ça va rester comme gros bon sens parce que il n'y a pas besoin de claim. Je veux pas de claim, je veux pas rien de très complexe. Mais quand tu veux faire des claims qui te changent, essaye de mettre une justification qui est intéressante. Juste parce que je le dis, t'as beau avoir écrit 3 livres, pas dire que t'es intéressant ou que t'es pas biaisé, parce que la plupart sont biaisés. Là. Ils veulent le vendre, le livre. Là. Absolument. Je pense que c'est un peu le même principe pour les études aussi scientifiques, le financement, puis qui est derrière ça. Fait que je pense que ça peut être assez difficile pour justement quelqu'un qui est pas dans le domaine de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Parce que même regarder les sources, il y en a qui ne savent pas, c'est une bonne source, c'est une moins bonne source. Puis tu as dit un super de bon point, c'est de faire attention aux sensationnalistes puis aux gros headlines, que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent te faire cliquer, tu sais. J'avais déjà lu un article, ça disait, le titre était « La banane donne le cancer » ou quelque chose du genre. Puis c'était all about keto, là. Fait que dans l'article, puis comme tu dis, il y avait des choses que ça faisait du sens. C'était pas nécessairement faux, mais de voir ça, quelqu'un qui prend pas le temps, qui est pas aussi curieux que toi, qui aime pas autant apprendre que moi et toi, les gens, malheureusement, prendront pas le temps de lire l'article, d'aller chercher des sources, tu sais. Ils disent, moi, mon Dieu, la banane donne le cancer, fruit égale sucre égale, je peux plus en manger de ma vie. Puis je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de mythes, de confusion, tu sais, qui se développent. Fait que c'est un bon point. Je pense qu'on rappelle aux gens, là, de faire attention à ça. Puis comme tu dis, de suivre des gens qui disent des vraies choses, puis, tu sais, qui se basent sur la science, sur leur expérience qui est fondée. Quand c'est trop sensationnel, c'est sûrement faux. Red flag. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on étudie le corps humain que je pense pas qu'on trouve quelque chose qui fasse « Oh mon Dieu! » Tellement. Juste souvent, les études qu'on voit là, c'est des clarifications. C'est ça qu'on va voir. Fait que quand tu arrives avec quelque chose qui est diamétralement opposé, pourquoi personne avant toi l'a vu? T'as le génie incarné, tu es capable de voir des choses que personne n'a vues et pourtant, comme le domaine de la santé métabolique, il y a des études là-dessus, ça n'a aucun sens. Là, tu en as des centaines et des centaines. Fait qu'il n'y a personne qui a découvert de quoi de fantastique. Là. Ils découvrent des nouvelles choses, ils découvrent de nouvelles associations, mais c'est jamais OK, je ne m'attendais pas à ça. Souvent, là, mon partenaire d'études, c'est un Hongrois, il est vraiment, vraiment très drôle, puis on s'entend vraiment bien.
Puis souvent, on trouve des études. Tiens, là, l'étude. Tu te rappelles-tu, on en parlait il y a 1 an. Voici l'étude. Ah, c'est le fun, hein, quand les autres, ça leur a pris comme 100 000 de budget pour arriver à ça, quand nous, on en parle dans un chat, tu sais. Mais c'est parce qu'ils veulent prouver le point. L'étude, pour prouver le point, ils disent pas qu'ils ne savent pas. Ils disent qu'il n'y a pas d'étude qui a été faite très précisément pour ça. C'est tout. Exactement. Ouais. Comme tu dis, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des rechercheurs, tu sais. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant comme domaine, mais c'est une chose que je dis souvent aussi, tu sais, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir ou qu'on voit justement une question sur les réseaux sociaux, puis tu sais, les gens vont chercher la pilule miracle, là, ou la recette qui va fonctionner, ou la diète magique, puis tu sais, ce que j'aime dire, c'est justement ça. C'est, tu sais, s'il y en avait une, là, pilule miracle, ou une façon de fonctionner qui était vraiment si awesome que ça pour tout le monde, mais vous pensez pas qu'on l'aurait déjà découvert puis que cette personne-là serait vraiment, vraiment populaire puis ben riche, tu sais? Ouais. Fait que ça me fait penser à ce point-là. C'est clair. Je travaille beaucoup avec des femmes. J'ai la plupart des auditrices qui nous écoutent, ce sont des femmes et j'aimerais ça qu'on rentre un petit peu dans la santé des femmes à ce niveau-là parce qu'encore une fois, je trouve d'un côté, je trouve qu'on normalise beaucoup de symptômes, surtout en lien avec, tu sais, ménopause, préménopause, puis je suis rendue à 40 ans, c'est normal que je vais engraisser ou mon métabolisme ralentit ou je vais booster mon métabolisme en faisant X ou c'est normal d'avoir une baisse d'énergie ou d'avoir mal à la tête. Tu sais, je trouve qu'on normalise beaucoup de symptômes parce qu'ils sont communs, mais pas nécessairement parce qu'ils sont supposés être là, tu sais, un corps qui est en santé, bref. Mais d'autre côté aussi, je trouve qu'effectivement, on va utiliser ces excuses-là un petit peu, puis tout est de la faute des hormones ou tout est de la faute du métabolisme qui ralentit. Fait que j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de ça pour ramener un peu de simplicité dans tout ça. Puis, tu sais, qu'on s'imagine la femme, là, justement, qui est rendue à 40, 50 ans, qui voit son corps changer, qui a envie de prendre des hormones, qui a envie de prendre un fat burner, qui a envie de faire quelque chose. Ou au contraire, la femme qui est juste comme, il est trop tard, je peux plus être en shape, je peux plus perdre du gras, je suis vouée à ça parce que je suis en ménopause, tu sais. J'imagine que t'en vois passer, que t'as étudié ça beaucoup. Beaucoup de tes posts aussi, tu parles justement des hormones qui sont importantes à comprendre. Je sais pas qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis tout ça, parce qu'on peut partir dans plusieurs directions, là. Tu sais, première affaire, le métabolisme ne ralentit pas. Tu sais, ça, il y a des études qui le montrent. En fait, le métabolisme va s'adapter. Il y a des adaptations métaboliques. Je sais pas si tu as vu la dernière étude qui est sortie de la gang de Speaksman and Hall. C'est énorme. C'est pour l'étude qui dit que si tu fais, mettons, plus d'exercice, ben, ton métabolisme basal, lui, peut ralentir pour adapter la dépense. C'est pour ça qu'à long terme, une personne qui fait un exercice, une job physique, ben maintenant, elle va arrêter de perdre du poids. Là. Exactement. Parce que le corps va juste compenser. S'adapter. C'est un peu... l'étude est beaucoup plus compliquée que ça, puis ma spécialité, c'est pas le métabolisme du corps humain, là, je suis pas Maxime Saint-Onge, là, mais Maxime Saint-Onge, le Dr. Kin, lui, c'est sa spécialité. Là. Donc, il pourrait vous en parler longtemps. Mais on sait que le métabolisme ne ralentit pas. Ton corps s'adapte à ce que tu lui fais vivre, par exemple. Absolument. C'est plus ce niveau-là qui devient problématique. Donc, c'est l'adaptation que tu forces le système à faire qui devient un problème. Et c'est plus compliqué parce que plus ça fait longtemps, ben plus ton corps s'adapte. Ouais. Donc, c'est plus ça le problème. C'est pour ça que les gens qui viennent te voir, ils viennent jamais te voir en début. Hein. J'ai pris 2 livres, je viens de voir. Souvent, quand ça fait 20 livres qu'ils ont pris puis ils sont plus capables de leur perdre. Ils ont tous essayé les diètes, là, manger que des brocolis, la diète aux choux, de l'étude de cardiologie, toutes des bonnes idées. Là, ouais, là il arrive, je perds pas de poids. Bon, on va regarder, hein, mais ça m'étonnerait que c'est parce que tu manges, c'est niaiseux à dire, mais en général, c'est pas parce qu'ils mangent pas, c'est pas parce qu'ils mangent trop. Ah, merci. C'est un concept en général. Puis tu sais, ça me faisait vraiment rire parce que souvent, moi, je dis aux gens, pas de problème, ben, donne-moi un journal alimentaire, dis-moi ce que tu manges, on va regarder. C'est ça. Mais tu regardes le journal, puis tu te rends compte, OK, ils mangent vraiment pas tant que ça. Mais finalement, quand tu creuses un peu, tu sais, moi, je me souviens, j'ai eu une cliente il y a 2 ans, c'était ça, tu sais. J'ai dit, OK, puis la fin de semaine, comment ça va? Ah, la fin de semaine, si je passe à côté d'une boîte de biscuits, j'en mange. Ouais. Parce qu'une boîte de biscuits, c'est genre 2000 calories la boîte. Et t'as encore faim après une boîte de biscuits. Ah ouais, sans compter, c'est ça ce que ça fait sur ton corps de manger ça chimiquement. Là. C'est pas 2000 calories de fruits et légumes, là, tu sais. Fait que c'est ça le problème, c'est que c'est un gros débalancement. Encore là, c'est une adaptation du corps humain, là, le concept d'appétit et craving. Là. Mais c'est pas la patate qui t'a fait engraisser. Là. C'est pas le fait que tu as mangé 2 pommes aujourd'hui. Là. Les carbs, c'est pas ça. Là. Même que la plupart des femmes,
répondre beaucoup mieux à une diète haute avec des glucides qu'une diète keto. Mm-hmm. Moi, c'est mon expérience clinique. Je veux pas que les kétos lancent des roches à l'écran, mais c'est mon expérience clinique. Donc, la diète keto chez la femme n'est pas une bonne idée la majorité du temps. Parce que, souvent dans le processus, c'est trop restrictif, ça va être complexe à adapter, il faut défaire des mécanismes dans le corps humain. Et la diète keto, comme il y a une restriction, on peut encourager le trouble alimentaire, ce que moi, je suis pas expert, mais je veux surtout pas faire. Ouais, donc, moi, j'en fais beaucoup, là. J'en ai vécu personnellement, puis j'aide beaucoup de mes clientes avec ça, puis c'est exactement ça. Tu sais, dès qu'on est dans la restriction puis qu'on enlève quelque chose, c'est sûr que ça trigger le contraire après, là. Exact. T'sais, parce que si tu justifies l'action parce que, mais les glucides, c'est pas bon, OK, mais c'est dysfonctionnel. Mm-hmm. Moi, j'ai plus que la majorité ou la grande majorité des gens que je connais qui ont fait la keto, ils ont arrêté la keto et ils ont repris plus de poids qu'ils en avaient perdu. Parce que 90% des gens qui font la keto veulent pas comprendre, veulent perdre du poids. C'est ça. Et on leur vend ça. Malheureusement, là, parce que la diète keto est une diète thérapeutique. Donc, c'est pas une diète de perte de poids. C'est ça. C'est pas supposé t'aider à régler tous tes problèmes. Là. C'est une diète qui est thérapeutique. Donc, on est loin de la compréhension. Là. Puis, tu remarques en fait que moi c'est la base de mes structures alimentaires, c'est la quantité de protéines. Après ça, ça va être le reste. Parce que je pense que c'est le nutriment peut-être qui est le moins discuté ou à lequel, disons que les naturopathes et les nutritionnistes de base, on s'entend moins. C'est la protéine. Même si les amis nutritionnistes, qu'eux autres sont plus ouverts à ça. Là. Mais je pense que c'est plus simple de commencer ta compréhension de l'alimentation avec ça. Oui, absolument. Puis quelqu'un qui comprend pas nécessairement c'est quoi le métabolisme, qui a entendu ça, là, que le métabolisme ralentissant avec l'âge et tout ça, on comprend que c'est pas le cas, ça s'adapte à ce qu'on fait, à ce qu'on y fait faire, à tous les jours, à ce qu'on mange. Comment tu décrirais le métabolisme en quelques lignes, de façon super simple? Faut comprendre le concept du métabolisme, on l'associe toujours à juste des calories, parce qu'on pense que c'est ça. Mais le métabolisme, c'est l'ensemble des processus qui dicte un peu comment ton corps utilise et store son énergie. Là. Donc, c'est pas parce que tu manges une pomme que cette pomme-là, automatiquement, se ramasse juste ici dans le gras de côté. Là. C'est ça. Donc, c'est pas comme ça. Là. C'est un paquet de signaux hormonaux, immunitaires, les calories, l'insuline, qui vont dicter, en fait, ce qui arrive aussi avec l'énergie qui rentre, qui sort. Donc, c'est très complexe. Comme je l'ai dit, je suis pas expert en métabolisme. J'adore lire sur le métabolisme humain. C'est pas ma spécialité. Mais moi, j'aime mieux regarder l'interaction hormonale de ce qui arrive avec le système parce que je trouve ça super pertinent. Et j'ai pas de moyen de calculer ta dépense calorique. Je vais avec des calculs approximatifs comme les Katch and McCardle ou Harris and Benedict, mais c'est approximatif à best. Là. Ça me donne une idée. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent, on va downloader MyFitnessPal, mettons, on veut perdre 20 livres jusqu'à telle date. Puis là, j'ai été marcher, j'ai brûlé, entre guillemets, 200 calories, fait que je peux me permettre de manger un 200 calories de plus. Puis là, on se rend compte que, ça marche pas, ou je perds pas de gras, justement, puis c'est pas une méthode qui fonctionne, tu sais. T'as dit quelque chose que, moi, souvent aussi, c'est un mythe que j'essaie de défaire. Tu sais, souvent, le problème, c'est pas que les gens mangent trop. Parce que comme on vient de dire, c'est avec les hormones, puis on jasera des hormones après, c'est oui la quantité de nourriture, mais c'est aussi cette nourriture-là, c'est quoi l'effet qu'elle va avoir sur ton corps, tu sais? Fait que peux-tu nous en dire plus sur ce statement-là, que comme c'est pas toujours la faute qu'on mange trop de calories? Ça, c'est le fun parce que ça fait partie un peu de l'argument ou du point central quand j'étudie avec mon partenaire d'études. Notre spécialité, pas notre spécialité parce que je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert, je suis pas un chercheur, j'ai pas de doctorat. Tu sais, moi, lui, il dit qu'on est des chercheurs de sofa. J'adore ça. J'adore le terme, fait que je trouve que c'est bon. Parce que j'ai pas les compétences, en fait, même pour interpréter toutes les études. Mais je suis très bon pour faire des liens puis connecter les affaires ensemble, par exemple. Ça, c'est une des forces que j'ai. J'ai beaucoup de trucs en mémoire storés qui sont capables de... OK, attends, c'est moi, j'ai déjà vu ça. Clique, pogne l'étude, ressort l'étude, puis tu regardes, on est sur Telegram parce que ça va mieux. Puis des fois, là, tu sais, j'ai une amie qui est avec nous sur le groupe, puis elle participe pas vraiment. Des fois, il demande, puis elle dit, c'est fou. Là. Des fois, je pars 2 jours, je reviens, puis je suis comme, OK, il y a 4 pages de texte. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, comment vous faites pour arriver de là à là?
Je dis, c'est parce que ça fait longtemps qu'on se parle. C'est ça. Le concept au niveau de la nourriture, c'est qu'on était longtemps dans le concept de calorie in, calorie out. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a une grosse base thermodynamique là-dedans. Le problème, c'est de penser que l'être humain est un système in et out. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Après ça, selon l'état du système, le corps va répondre différemment à certains aliments. Mm-hmm. Puis je le dis à certains clients. J'ai eu une cliente de pas si longtemps qui m'a envoyé un courriel parce que j'ai fait une ouverture de dossier, j'ai envoyé le quitter. Puis elle me répond, si je triche la fin de semaine, est-ce que c'est tellement grave sur mon progrès? J'ai dit, premièrement, moi, j'appelle pas ça un triche. C'est sûr que si tu veux manger mieux puis tu décides de manger 4 fois des pizzas pochettes dans ta semaine, on va en parler. Ouais. Mais si à chaque fois que tu manges un triche, on va l'appeler comme ça, tu prends 6 livres, peut-être qu'on va en discuter. Parce que c'est pas normal. Ton corps ne devrait pas répondre à la surinflammation parce que le monde pense t'engraisses pas, là. C'est impossible. Non, c'est pas parce que t'as mangé. C'est pas 5-6 livres de gras, là. T'as pas mangé 5-6 livres de pizza pochette, là. C'est beaucoup de pizza pochette. C'est beaucoup. Mais ça serait dégueulasse, premièrement. Et deuxièmement, c'est impossible. Le corps ne fait pas du gras à cette vitesse-là. Fait que si on déclenche des réactions immunitaires qui forcent ton corps à retenir un 6 livres de peu importe, OK, t'es peut-être trop sur le bord là, de ton équilibre est peut-être trop fragile. C'est là qu'il faut travailler. Il faut ramener une petite tolérance dans ton système que tu pourrais manger, exemple, des 2 pogo, puis le lendemain, ça paraît pas vraiment. Mm-hmm. Fait que ça fait partie des petites choses que j'explique à mes clients. Ouais. Puis au début, ça se peut. Tu sais, moi, un de mes mentors, Alex Vasquez, qui est très franc, très blunt, en anglais, ils disent. Mm-hmm. Lui, il est très, je m'en sac de tes émotions. Là. C'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Puis il dit, dans une conférence, il disait, lui, il fait de la maladie auto-immunitaire, donc c'est qu'il fait pratiquement que ça. Puis il y a un client qui avait dit, OK, but in your recommendation, dans tes recommandations, combien de fois par semaine je peux cheater, comment je peux manger d'autres choses, je peux me gâter. Il dit, OK, mais en ce moment, sur une échelle de 1 à 10, comment en santé tu penses que t'es? Les clients disent, pourquoi tu me poses cette question-là? Si tu es dans mon bureau, c'est parce que tu penses que tu n'es pas en bonne santé. Si tu n'es pas capable d'arrêter de manger de la cochonnerie, on va peut-être pas travailler ensemble. C'est lui, c'est l'extrême, parce qu'il fait juste de la maladie. Moi, c'est pas ça que je fais. Mais tu sais, le client qui me dit, j'ai mangé tous les jours quelque chose de pas bon, on va peut-être reviser le pourquoi tu penses que tu es dans mon bureau. Parce que, tu sais, je dis pas qu'il faut que tu manges parfait, mais il faudrait que tu arrêtes de manger du gâteau. Je pense que les raisons aussi de pourquoi les gens nous consultent ou qui veulent justement améliorer leur santé sont super importantes. Parce que, puis évidemment, il y a beaucoup de couches puis de layers. On parle de manger nos émotions, les traditions dans la famille, les habitudes, les cravings, justement. Il y a tellement de couches à travailler. Au-delà de juste, voici ton plat, compte tes calories, mange X, Y, Z. Moi, je trouve ça fascinant, toutes ces couches-là. Mais effectivement, quand quelqu'un arrive puis il se rend compte que, mon métabolisme, justement, fait en sorte que je regarde un muffin puis je prends 10 livres, tu sais, je suis pas normale ou j'ai pas le droit de X. Puis moi aussi, je dis toujours à mes clientes, enlève le terme cheat ou triche. C'est tellement un mot négatif. Tu sais, il y a personne qui dit, hey, mon mari il cheated on me, c'est tellement un bon gars, là, tu sais. Fait qu'il y a tout le côté émotionnel aussi, que c'est à chaque fois que tu manges quelque chose de différent, moi j'appelle ça des aliments différents, de ton plan optimal, t'es dans les émotions de culpabilité, de honte, puis tu te dis, il y a ce côté-là aussi, nos corps sont tellement interreliés. Mais effectivement, des fois, il faut faire des protocoles pour donner un petit peu de santé à tes organes, puis réoptimiser ta digestion, parce qu'effectivement, j'aime bien ton exemple de la pomme, quand tu manges, elle s'en va pas là direct dans ton... Il y a beaucoup de choses qui se passent, tu sais. Quelqu'un, justement, qui arrive, tu sais, puis qui est comme, j'ai tout essayé, j'ai tout fait les diètes, je suis rendu à un âge que je sais plus quoi faire, c'est quoi? Puis évidemment, on va personnaliser selon la personne, puis c'est plus complexe que ça. Mais as-tu comme un 3-4 tips ou habitudes qu'on peut déjà commencer à améliorer, habitudes de base, ou tu sais, qui souvent amènent des bons résultats pour la plupart des gens qui sont dans cette situation-là? Tu sais, de base, la naturopathie, c'est l'hygiène de vie. Hein. La naturopathie, pour ceux qui pensent que c'est les plantes puis fumer de l'encens, là, c'est pas ça. C'est vraiment la base et la force de la naturopathie, c'est l'hygiène de vie. Donc, avant l'alimentation, avant tout, c'est comment tu vis. Parce que ça, si je ne le change pas ou je ne réussis pas à avoir le problème là-dedans, j'ai déjà dit à des clients, puis ça fait partie des conseils,
si tu corriges pas comment tu vis, tu auras beau manger une diète parfaite, ça se peut que ça marche pas. Yes. T'sais, parce que si tu dors 4 heures, tu bois 8 cafés, mais ton alimentation est poulet, brocoli, riz, puis ça mange, parfait, là, genre, on va dire que tu manges jamais rien d'autre chose. Caroline, puis t'as encore des brûlements d'estomac, puis t'as encore ton gras de ventre, puis t'as encore de la cellulite, puis peut-être que c'est un peu plus compliqué que juste ça. Exact. C'est un peu le premier conseil, c'est que ça doit être un tout. L'être humain est un animal diurne, donc l'être humain est influencé par le soleil. Ouais. Donc, tu peux pas commencer à dire, oui, mais moi, non. Désolé, toi, oui, mais moi, je suis un night owl. Donc, il y a un léger déphasage dans les chronotypes, mais personne n'est fait pour travailler et vivre de nuit. Et comme personne n'est fait pour plein d'autres affaires. Donc, tu sais, t'es pas spécial. Non, t'es spécial quand ta mère te dit t'es spécial. Mais t'es pas spécial et différent des autres êtres humains. Ce que tu as eu comme vécu fait que tu as une adaptation qui est très spécifique à toi. Ouais. C'est tout. Ton corps ne répondra pas différemment que ce qui est écrit sur le papier. Là. C'est juste qu'on ne sait pas exactement comment lire ton papier. C'est un peu ça qui est différent. Parce qu'on ne peut pas. C'est impossible de décortiquer le corps humain et de sortir un tableau. Gars, voici Claudia. Non, on ne le sait pas. Puis, ça ne donne rien d'être parfait en nutrition. Rien. Si tu te mets à peser ton riz, là, c'est ça. Ouais. À compter tes branches de céleri, tu sais. Il n'y a personne qui s'est rendu diabétique à manger des bananes. Là. Ah, merci. Ça, c'est un concept qui est super cool. Puis qu'on dit. Tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase avec Gabor parce que j'ai dévrogé. Là. On dit tout le temps qu'un humain mêlé devant de la vraie nourriture, puis essaye de manger plus en écoutant tes signaux de satiété, là. C'est bien. Tu vas te rendre compte que c'est tough. Ah ouais. Mets la protéine où ce qu'elle devrait être, là. Pas selon le Guide alimentaire canadien, mais où les études disent qu'elle devrait être. Ouais. Puis, go! Vas-y, mange. Tu vas dire, Chris, j'ai plus faim, hein? Non. Tu sais, oui, après ça, le stress rentre là-dedans énormément, là, parce que l'impact du cerveau, de la relation avec la nourriture, la gestion du stress, comment le cerveau contrôle son alimentation, là, ça rentre là-dedans. Très complexe, mais c'est possible. C'est ça, je disais, il y a bien des couches, mais c'est sûr que... Déjà là, quand tu changes pour 90% de la vraie bouffe, mange plus. Tu sais, moi j'ai fait du bodybuilding. La diète que j'ai mangé le plus dans ma vie avait 4000 calories par jour. Tu sais, puis je pesais 240 livres. Là. Mais à 4000 calories par jour, je me forçais à manger. Là, parce que, à un moment donné, t'es comme de la viande, du riz, des patates, des légumes. C'est ça. C'est parce que t'es nourri. Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit « we're all like underfed ». Overfed, but undernourished. Ouais. On mange souvent trop en termes d'énergie, de calories, mais souvent les aliments qui poussent pas dans les arbres, justement, fait qu'on a encore plus faim. Puis, tu sais, mange un sac de chips au complet, aucun problème, là. T'es pas les signaux de satiété. J'ai écouté un podcast un jour pour étudier là-dedans, justement. Puis, tu sais, eux, ils appellent ça vraiment des science, like engineering projects. Ils appellent même pas ça des aliments. C'est trouver la proportion là, spécifique de gras, de sel, de sucre. Quand la chip, elle touche ta langue, tel signal s'en va à ton cerveau que c'est de l'air, donc je mange pas vraiment des calories, tu sais. Mais mange, c'est ça, un sac au complet de pommes. Tu sais, mange 2 pommes de suite, à part quand tu vas cueillir des pommes au mois de septembre, là, tu sais. C'est bien difficile de, comme tu dis, de manger trop. Fait que moi aussi, c'est ça, oui, il y a la quantité, mais la qualité va amener ces vitamines, ces minéraux-là, ces antioxydants. Puis ça joue sur ta santé, là, ton énergie, ta digestion. C'est pas juste ta perte de gras, là. En fait, c'est tout. C'est ça. Le concept du overfed, undernourished, là, je fais des posts avec ça souvent. Là. J'ai un post sur Instagram c'est une image de ça. Parce que tu te rends compte que si tu augmentes la quantité de nutriments dans l'alimentation, donc des vrais aliments, souvent, l'appétit se contrôle déjà mieux. Est-ce que ça se contrôle parfaitement? Non, parce que l'appétit, c'est beaucoup plus complexe que juste les calories que tu rentres. Mais c'est une base. Exact. Il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des choses qu'il faut inculquer, il y a des choses qu'il faut expliquer au client. Parce que c'est pas vrai que le client suit la feuille et puis non, faut que tu expliques. Fais le test. Ça m'est arrivé, j'avais un client dans le temps, un jeune, super gentil, bonne shape, tout. À un moment donné, il dit, j'aimerais ça me faire des sandwichs, des fois, je peux-tu? Oui, mais je te le dis, tu vas avoir plus faim. Il dit, OK, ben pourquoi? Les calories sont pareilles. Oui, mais essaye-les. Je prends un pain qui a de l'allure,
Mets-toi 150 grammes de jambon là-dedans, des légumes, go. Il m'a appelé comme le lendemain, il m'a dit, t'as raison, j'ai plus faim. Genre, j'ai été rassasié moins longtemps. Ben oui, le pain, ça ne fera pas la même job que les patates. C'est sûr que c'est un super bon pain, c'est mieux que de manger 2 tranches de pain blanc, mais au niveau satiété, il y a une différence. Si tu es capable de vivre avec le fait que tu as un peu faim, go. Si tu ne le sais pas, tu remanges encore, wow, on a peut-être un problème. Puis c'est ça qui est problématique dans l'éducation. C'est que le pain, c'est correct si tu vas en manger. Comprends que ça ne bourra pas comme des glucides réels, là, comme de l'avoine, parce que la manière que c'est transformé, ça n'interagit pas pareil. Oui, absolument. Tu sais, moi, j'aime bien expliquer aussi, parce que tu disais, ça va être parfait, ça sert à rien, puis de toute façon, c'est un stress de plus qui peut causer des troubles alimentaires, toutes sortes de choses. J'aime bien expliquer les aliments sur un spectrum. Tu sais, en ce moment, c'est ton déjeuner, si c'est 2 toasts de pain blanc au Nutella, ben, t'es peut-être pas prête à te faire une omelette avec des avocats puis des légumes. Sauf que, tu sais, ton prochain pain, prend au moins, tu sais, des grains entiers, puis prends du beurre d'amande au lieu du Nutella. Tu sais, fait que tranquillement, d'amener les gens à progresser doucement sur le spectrum pour s'amener, tu sais, 80-90% dans ta semaine avec les aliments les plus entiers près de la nature. C'est bien plus agréable de faire ça que de suivre un plan alimentaire que t'es misérable, tu détestes, tu cheats à chaque fin de semaine. Puis 2 aussi, ben justement, tu ressens les effets rapidement sur ton énergie, ton corps, là, tu sais. Ça, je pense qu'il y a personne qui peut s'ostiner, là, mange une poutine puis des frites sur l'heure du lunch. C'est sûr que ton après-midi sera pas aussi productive. Ça te tentera peut-être pas d'aller t'entraîner, là, tu sais. Fait que ça va être plus tard. Absolument. Absolument. Tu as mentionné le mot insuline tantôt, qui je pense qui est quelque chose qui est souvent sous-estimé et ou mal compris. Bon, on est dans une pandémie de prédiabète et diabète en Amérique du Nord, on se le cachera pas. Puis c'est dommage parce qu'on peut le reverse, puis on peut surtout le prévenir. Qu'est-ce que quelqu'un qui sait pas trop c'est quoi l'insuline, c'est que ça a peut-être rapport avec notre sucre, comment t'expliquerais ça? Puis c'est quoi les choses qu'on devrait ou ne devrait pas faire pour s'assurer de maintenir un taux d'insuline qui est pas en flèche up and down et tous les effets négatifs que ça peut amener? C'est très compliqué, fait que je vais essayer. Je vais rester sur simple. Il va y avoir aussi des conseils, mais qu'on s'entend que s'il y a des gens qui connaissent l'insuline, qui écoutent ton podcast, envoyez-moi pas des bêtises après. Là. On reste dans la simplicité. Bon, l'insuline, c'est une hormone que ton pancréas va faire pour réguler l'homéostasie énergétique. Point. Donc, contrôler les autres hormones, parce que l'insuline, elle va contrôler beaucoup les autres hormones qui sont impliquées dans le processus de réguler l'énergie qui rentre et qui sort. Donc, très simple, c'est ça. Tu sais, moi, pour les élèves en naturo, je leur dis que la meilleure manière de comprendre, c'est l'insuline va signaler au système que tu as été nourri. Donc, qu'il y a de l'énergie en circulation. C'est ça. Après ça, les meilleurs conseils, c'est certain que d'éviter de manger des aliments comme justement ultra transformés, ça va être une bonne chose. Le corps humain n'a pas été fait pour gérer ça. Une fois de temps en temps, c'est correct. Là. C'était le Super Bowl la fin de semaine. Il y a des clients qui m'ont dit « Hey, je te dérange-tu, je mange ça? » Non, je pas. Pour vrai, je m'en sac. Mais demain, non. Je veux dire, après ça, c'est sûr que tu continues à manger des ailes de poulet pendant 3 jours. Peut-être qu'on va en parler. Mais une fois, c'est pas grave. Mais c'est toutes les mêmes habitudes qu'on donne aux gens pour une saine hygiène de vie. Fais de l'exercice. Donc, assure-toi de bouger. Surtout, c'est une job assis. Assure-toi de te lever une fois par heure, d'aller aux toilettes, d'aller chercher de l'eau. Au moins, de ne pas toujours rester assis. Le système, s'il ne dépense pas d'énergie ou s'il ne fait pas travailler ses muscles, très difficile pour le système. Deuxième chose, assure-toi de avoir une certaine hygiène alimentaire que tu vas avoir une alimentation qui est toujours un peu similaire. Tu sais, pas avoir des alimentations diamétralement opposées. Exemple, tu sais, pas un déjeuner keto puis tu décides de manger des pâtes pour dîner. Ça se peut que ton système ait de la difficulté avec la manière que le système lui adapte à ce que tu viens de manger. En science, il y a quelque chose qu'on appelle le first meal, second meal effect. Donc, premier, deuxième, ils ont fait des études là-dessus qui se rendent compte que si tu nourris un premier meal avec tel type d'aliment, tu fais le deuxième meal avec tel type d'aliment, ça se peut que ça se passe mieux que si tu fais tel type et tel type. Donc, il y a un effet de répercussion qui peut arriver sur le corps humain. C'est certain que, tu sais, c'est pas grave, là, c'est pas drastique, là, mais c'est sûr que si ton déjeuner, c'était 2 œufs bacon,
Puis, mettons que tu veux aller avec une low fat, low carb, c'est correct, mais ton dîner, c'est un sandwich. Ça se peut que là, ton corps ait plus de difficulté à réguler ta glycémie, là, parce qu'il y a trop de gras de ton premier repas. Fait que c'est bon de garder une certaine hygiène de vie relativement stable au niveau de l'hygiène alimentaire aussi. Puis dirais-tu aussi, avant de continuer, dirais-tu aussi une même constance au niveau de l'heure et de la fréquence des repas? Tu sais, quelqu'un qui, il y a des études qui montrent que ça aide. C'est ça. T'sais, parce que le corps, lui, il adapte aussi ses sécrétions hormonales, donc le foie aussi vient interagir là-dedans, et la rythmicité du cycle circadien est très influencée par l'heure des repas. Donc, c'est intéressant aussi là, de garder un horaire de repas relativement stable. Ouais. C'est pas juste pour la sensibilité à l'insuline, c'est loin d'être le truc qui va tout changer, mais c'est un bon conseil de base. Ouais, je pense que ça aide aussi par expérience avec mes clientes, des gens qui, par exemple, ont tendance à sauter des repas. Parce qu'ils sont occupés ou qu'ils pensent pas, ou des gens qui vont rien manger de la journée, puis là, le soir, bang, ils mangent toute la soirée. Ou au contraire, des gens qui, avec le stress ou juste par habitude, vont grignoter non-stop toute la journée. Fait que je trouve que juste pour ces habitudes-là, d'avoir une constance, oui, tant mieux si ça peut aider justement l'insuline, mais aussi d'éviter de se donner des genres de règles un peu plus strictes sur OK, à telle heure, j'arrête de manger, puis j'ai plus de structure dans mes repas, mes collations. Il y a un truc que tu as dit justement, là, un des trucs intéressants, c'est éviter de grignoter toute la journée. Ça, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Là. Pour votre système nerveux, pour la sensibilité à l'insuline. Tu sais, si vous êtes, moi, je me souviens, j'avais une cliente dans le temps, c'était drôle. Elle rentre dans mon bureau, tu sais, madame, fin quarantaine, début cinquantaine. Ah, d'habitude, mon énergie, mon appétit, ma digestion pas trop bonne. OK, je parlais avec la madame, puis la madame a des beaux repas. Correct. Tu sais, c'est pas. Il y a des commentaires à faire, mais disons que comme j'ai déjà vu pire. OK. Là, elle dit, mais là, avant, entre les repas, vous mangez quoi? Oh, mais elle travaillait dans une pharmacie, tu sais. OK. Fait que, des fois, j'ai mangé du chocolat, puis là, après ça, je me chercher une petite pomme, puis après ça, je vais me chercher des petites noix. Après ça, fait que finalement, tu manges 2 repas, tu grignotes 6 fois. C'est ça. Fait que tu manges tout le temps. Tu sais, fait que tu arrives au travail à 8, tu sors, mettons, à 4, mais là-dedans, tu as mangé déjà 7 fois, puis là, tu t'en vas souper. C'est ça. Là, je suis comme ça, c'est un problème. Non, mais c'est tout bon ce que je mange. C'est vrai. Tout est pas mal correct. Le problème, c'est que tu les manges en 7 fois. Ouais. Et on n'est pas un chat, là. Tu sais, je veux dire, nous, on fait pas ça. L'être humain, lui, mange. Normalement, on est capable d'avoir une homéostasie énergétique. On a les organes pour ça. Là. Tandis que les animaux, il y en a qui ont un métabolisme énergétique tellement rapide qu'ils mangent plus souvent. C'est plus adapté. Mais c'est pas normal pour l'humain. Non, c'est ça. Puis, tu sais, avant, là, dans le temps, là, ça n'existait pas des collations, là. Tu sais, on déjeunait, on dînait, on soupait, puis c'était pas du grignotage en soirée. Puis ces aliments-là transformés, colorés, qui sont tellement accrocheurs à l'œil quand t'es jeune dans les épiceries, ça n'existait pas, là, des patates douces, puis des goldfish, puis, tu sais. Fait que je pense qu'il faut pas oublier ça non plus aussi, là. Mais l'accessibilité de la nourriture, tu sais, qui est tellement ultra présente partout, puis qui est associée à ce genre d'habitude-là. Là, un petit peu stressé, je vais manger un petit quelque chose. Le soir, j'écoute la télé, j'associe ça à manger. C'est aussi au-delà de l'effet que ça a sur notre corps, ben ça a tout un lien avec les habitudes, là, tu sais. Ben oui, puis tu sais, faut casser certaines de ces habitudes-là parce que sans dire aux personnes qu'elle ne peut plus le faire, y expliquer pourquoi elle a le goût de le faire. Exact. Et pourquoi ça arrive. Tu sais, il y a des études qui avaient été faites, puis je me souviens de cette étude-là. Ils avaient regardé si les gens déjeunaient ou déjeunaient pas. Puis après ça, leurs habitudes alimentaires dans la journée. Puis ils se sont rendus compte que s'ils prenaient des personnes, ils faisaient déjeuner avec un déjeuner équilibré. Donc, je me souviens pas du déjeuner, mais c'était clairement pas un déjeuner de bodybuilder. Ben, ils se sont rendus compte que s'ils faisaient déjeuner de manière intéressante, ben, le soir, il y avait moins de chances qu'ils mangent. Fait que c'est comme, bon, tu sais, c'est le seul étude que j'avais tombé dessus au hasard, mais j'étais comme, c'est vrai. Si tu déjeunes pas, après ça, rattraper tes calories ou réguler tes hormones, c'est un peu plus tough peut-être. Là. Moi, je sais que si je déjeune pas le matin, contrôler mon appétit pour le reste de la journée, c'est ridicule. Genre, j'arrêterai pas de manger. J'avais essayé de faire du jeûne intermittent, là, puis oublie ça. Là. Moi, ça ne marche clairement pas. Là. Pas parce que j'ai pas un bon contrôle, on dirait que je suis jamais capable de régler ma satiété après. J'arrête juste plus de manger le reste de la journée. Fait que et pourtant, ma santé métabolique est excellente, je m'entraîne encore, tout est bon, mais ça, dans mon cerveau, ça marche pas. Donc,
Ouais. Puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait, il n'y a pas une façon de manger miracle qui fonctionne pour tout le monde. Tu sais, oui, commencer avec les principes de base, l'hygiène de vie, le stress, le sommeil, les habitudes de base en nutrition. Puis après ça, il faut peaufiner selon toi, ton corps, tes hormones, ton âge, tes objectifs, ta dépense énergétique. Justement, si tu aimes ça déjeuner le matin ou pas, qu'est-ce que ça fait sur les effets? Mais chaque personne est différente, tu sais. Fait que pour se simplifier la vie, souvent, on veut chercher ou plutôt pour chercher des résultats, on va chercher la pointe de l'iceberg, tu sais, la méthode où tu sais, c'est-tu 4% de gras, mon yogourt, ou 6% de gras? En ce moment, on s'en fout si tu bois pas assez d'eau dans ta journée puis tu l'absorbes pas ton eau, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien mettre de l'avant. Puis moi, je me suis surtout en haut, tu sais, les habitudes de vie. Puis après ça, on va dans des experts ou, tu sais, des endroits qu'on peut aller chercher une individualisation qui est plus pertinente. Mais, il faut comme renverser un peu la tendance de bord de prioriser sommeil, hygiène de vie, stress, tout ça, là. Est-ce que tu disais tantôt, tu sais, quand tu pars, meet the client where he is, tu penses que la personne en mange déjà. Tu sais, moi, les gens qui viennent me voir souvent, moi, j'ai la réputation de régler des problèmes. Fait que souvent, quand la personne vient me voir, ça fait 4 personnes qu'elle voit, là. Fait que j'ai pas besoin de la meet tout ce qu'elle est parce que souvent, ça fait comme 4 fois qu'elle se faisait quoi manger. Fait que bon, souvent, c'est de trouver pourquoi ça n'a pas marché. Mais quelqu'un qui vient me voir qui n'a pas été, qui n'a pas eu ce mémo-là, que moi, que je réglais des problèmes, puis qui n'a jamais vu personne, puis qui trouve juste, hey, ça fait du sens ce qu'il dit. Mais c'est sûr que le déjeuner qu'ils vont proposer au début, là, bon, mais qu'est-ce que tu manges? Je mange une toast au beurre de pinot, un café. Garde, OK. Tu peux te changer la toast ou rajouter. On va rajouter. Tu peux-tu rajouter un œuf? Oui. J'enlève-tu d'autres choses? Non. Moi, je peux te manger d'autres choses qu'un œuf? Oui, une demi-tasse de cottage. j'haïs pas ça. OK. Je peux changer ma toast? Oui, prends un fruit. Tu sais, fait good, on travaille avec ça. Puis, tu sais, des fois, là, c'est fini, là, je ne change plus son déjeuner. Là. Pourquoi? Ça marche. Exact. D'augmenter la quantité de nutriments. OK, ton dîner, c'est quoi? J'aime bien gros m'amener tel dîner au travail. Good. Essaye de faire ça comme ça. Oui, gars, j'aime ça. La recette est réellement la même, là, juste que, OK, change ça pour ça, rajoute un peu de ça. Ça marche. J'ai moins faim, ça va mieux. Oui. Je peux-tu manger ça tout le temps? Oui. Mais ça me dérange pas. Fait que, tu sais, c'est trouver un équilibre là-dedans. Tu sais, moi, depuis que j'ai vu que les compagnies faisaient des pâtes de légumineuses, là, mes clients n'ont jamais mangé autant de pâtes de leur vie, là. Tu sais, pourquoi? Ça fit mieux, ça boit plus, je l'ai essayé. C'est vrai que ça boit mieux, ça goûte bon. Puis, à bout de ligne, c'est le fun, là, de manger un petit plat de pâtes, mettons, aux crevettes. Tu sais, t'arrives ça à la job, là, un fettuccini aux crevettes, herbe et citron, mettons, là, peu importe. Je suis pas master cuisine de pâtes, là, mais tu sais, c'est bon. C'est le fun à manger, puis ça a pris 5 minutes à faire. Exactement. C'est juste de l'intégrer des idées recettes, la personne, pour qu'elle le fasse. Puis ça, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se font pas manger. Mais c'est comme la base. Parce que si tu le payes, tu vas plus que ça coûte cher. Fait apprends à faire à manger un minimum, là, tu vas sauver des sous, ça va être mieux. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'aime toujours dire que je suis coach en nutrition, puis comme je donne des conseils en nutrition, mais moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime passer bien du temps dans la cuisine. Puis, moi, je serais vraiment un typique idéal de la personne qui se commande de la bouffe à tous les jours parce que faut que ça soit pratique, convenient, rapide, tu sais, puis c'est pas une passion que j'ai. Sauf que tous mes repas sont faits maison ou sont cuisinés, puis c'est des aliments entiers, 90% du temps. Fait qu'on n'a pas, puis souvent, ça, je pense que c'est une espèce de barrière que les gens ont. Cuisiner, ça prend du temps. Cuisiner, ça coûte cher. Ça me tente pas de passer 3 heures dans la cuisine à tous les soirs. Il va falloir que je mange quelque chose de différent de ma famille. Tu sais, on se donne ces excuses-là. Fait qu'on s'entend après ça, on mange le pratico-pratique. On se commande quelque chose. Mais moi, je suis littéralement la preuve vivante que tu peux manger sain et entier puis des aliments de la nature sans avoir beaucoup de skills en cuisine. Donc, c'est un bon point que tu amènes, là. Exact. Faut juste que ça goûte bon. Mets des épices. C'est ça, mets des épices, exactement. Cool. Je pourrais continuer à parler de ça pendant des heures, mais je vais être respectful of your time. Merci, Mathieu. C'était super intéressant. Je pense qu'on aurait pu partir dans différentes directions, puis on fera peut-être une partie 2 éventuellement. Mais sinon, je vais inviter... Si les auditeurs veulent qu'on parle d'un sujet, tu me rappelleras qu'on en parlera. Absolument, merci. Puis en attendant, je vais les inviter à te suivre. C'est quoi la meilleure façon de connecter avec toi? Si on a des questions, veulent travailler avec toi? Ou... c'est Instagram et Facebook. Donc, Mathieu Bouchard, The Holistic ND. Parce que j'ai pas de site web, parce que c'est ça. Donc, tu passes par Facebook, tu m'envoies un message et on va travailler ensemble.
Parfait. Je vais mettre ça dans les descriptions du podcast. Puis, avant de te laisser, je finis toujours chaque entrevue avec la même question pour mes invités. Est-ce que tu as une citation préférée et pourquoi? J'en vois une en arrière, là, ici, le possible. Ah oui, ça, c'est ma blonde qui met ça, mais j'adore la quote en général. Là. Ouais. Sérieusement, j'ai pas... Un mantra ou... J'ai pas de mantra. Il y a une phrase, tu connais-tu Miyamoto Musashi? Oui. Le samouraï, Mm-hmm. le samouraï, le maître dueliste. Il y a une phrase que j'aime puis qui peut être extrapolée de plein de manières. Il dit « You can only fight the way you practice ». Fait que si t'es pas capable de faire quelque chose, ben c'est parce que t'as pas assez pratiqué. Ouais. T'as pas assez entraîné le système. Et c'est bon dans les deux sens, parce que les jambes, seulement, comme je disais tantôt, c'est de l'adaptation. Mm-hmm. Fait que ton corps, lui, se défend de la manière que tu l'as entraîné à faire. Ouais. Fait qu'il faut juste réentraîner. Mm-hmm. Sinon, c'est pour ça que c'est plus compliqué. J'adore. Une belle réflexion pour terminer ce podcast. Merci Mathieu, c'est super apprécié. Merci à toi. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.